Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur comment optimiser la gestion de vos projets avec le Lean. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, cette webconférence sera animée par Jessie Hoffman, manager et Black Belt Lean chez XL Group, et Ronan Emedi, directeur associé Master Black Belt. Donc, pour le bon confort et pour le bon déroulement de la webconférence, donc quelques petites règles sont à respecter. Donc, vous avez pu voir que vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Pour ce qui est des questions, vous avez un petit module de conversation où je vois des petits bonjours. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la session et nos animateurs essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Donc, s'il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à tout, mais dans tous les cas, on vous laisse nos coordonnées à la fin de la webconférence si nous n'avons pas eu le temps de répondre à vos questions. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail en début de semaine prochaine avec tous ces éléments. Alors, brièvement, je vais vous présenter la société XL Group. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous avons pour mission principale de catalyser votre performance globale. Nous avons donc trois départements avec une partie XL consultant, une partie XL formation et une partie XL certification. Nous sommes une équipe d'à peu près 30 collaborateurs mobilisés à vos côtés avec une partie consultant et une équipe vraiment fonction support qui sont là vraiment pour vous aider. Donc ensuite, nous sommes implantés en France depuis plus de 35 ans avec une antenne à Grenoble, Paris, Reims et Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse que nous avons créée en 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à nos animateurs et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille. Merci, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais présenter le sommaire et puis après, je laisserai la parole à Jessie. On va se renvoyer la balle assez régulièrement lors de cette présentation pour passer le long de ce sommaire. Donc, optimiser la gestion de projet avec le Lean. On va pas ici venir détailler ce qu'est la gestion de projet, mais on va plutôt lier la gestion de projet avec les outils du Lean et les leviers qu'amène le Lean. Pour ça, on va quand même revenir sur une définition de ce qu'est un projet, avec les différentes approches projet qu'on peut retrouver et qui existent, les classiques, on va dire, des approches projet. Jessie nous fera un petit état de l'art de la performance projet, je dirais, de manière générale, dans tout domaine confondu. Et ensuite, on va se centrer sur le lean et les projets, en parlant des gaspillages dans les projets et en approchant quelques exemples de particularités du lean qu'on peut amener dans l'exécution des projets qui peuvent nous servir, en particulier sur le pilotage des projets, qui sera le point 6, où on s'arrêtera avec l'Obeya Room, entre autres. Et puis on finira sur la partie rétexte projet et une conclusion qui nous fera confirmer, je l'espère ensemble, qu'il y a bien un lien et un levier dans le Lean avec le projet. Super. Merci Ronan pour le partage du sommaire. Donc, Jessie Hoffman, ravie d'être avec vous pour parler du projet et particulièrement de l'impact du Lean dans la gestion de projet. Donc, on parle beaucoup de projets, mais concrètement, aujourd'hui, les projets existent, mais depuis bien longtemps, on parle déjà de projets. L'homme crée des projets depuis la nuit des temps. Et je suis certaine qu'autour de la table, on est tous à se demander comment certains projets, comme par exemple la 380, ou encore le programme d'Apollon lancé par Kennedy en 60, ou encore euh, Notre-Dame, la cathédrale, a pu être créée avec des moyens colossaux qui ont permis à des hommes, des moyens financiers, des moyens organisationnels, de mettre en place ces projets. On peut se dire qu'on peut faire un parallèle avec le Lean qui aujourd'hui apporte des outils, des moyens pour justement amener ces outils dans l'amélioration de ces projets. Mais avant, l'homme avait vraiment pour moyen d'assouvir sa soif de connaissances. Il voulait vraiment développer ses connaissances. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On n'est plus seulement dans montrer et prouver, on veut seulement aussi pouvoir apporter dans un monde volatile, compétitif, avec de nouvelles technologies,
apporter de l'efficacité, de la performance de nos projets. Et c'est en ça, aujourd'hui, dans un contexte mondial volatile, qu'il va falloir pouvoir justement mettre en place des moyens, mettre en place des concepts pour améliorer notre performance. On parle tous de projet, mais concrètement, qu'est-ce qu'un projet? Il est important de s'aligner sur un terme commun. On peut parler de projet comme une évolution, une innovation. C'est quelque chose qui peut être récurrent, d'accord? Et c'est quelque chose, en tout cas, qu'on va juger comme nouveau. Un projet doit pouvoir avoir des objectifs clairs et chiffrés, avec un but pour répondre à un besoin bien précis. Donc ça va être très important. On part sur un projet, on part sur quelque chose avec une ambition. Il va falloir pouvoir le chiffrer pour avoir l'ambition d'aller vers ses objectifs. Leslie, je te coupe 2 secondes. Il y a eu des problèmes d'affichage pour certaines personnes. Il me semble que c'était juste au début de la conférence et que maintenant c'est OK. Si d'autres Ah ont des d'accord, problèmes, dites-nous-le, mais je pense qu'au ok, début, il y a eu un petit retard à l'allumage. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas les d'accord. slides que tu affichais sur la cathédrale de Notre-Dame, etc. Et ça, maintenant, je pense que c'est OK. Ok, très Oui, bien. si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à éteindre, enfin fermer et à vous reconnecter. Des fois, ça peut arriver. Désolé, Jessie. Désolée pour le petit cafouillage du début, mais si ça va pour tout le monde, donc on continue. Donc un projet, je disais, donc voilà, c'est quelque chose qui est nouveau, qui va apporter une amélioration potentielle dans un système qui est déjà mis en place et qui a pour but de répondre à un besoin bien spécifique, avec des objectifs clairs qu'on aura définis ensemble, des objectifs chiffrés. Et un projet, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, donc on doit avoir une équipe qui souvent est transverse et qui peut aussi impliquer plusieurs départements dans son organisation. Ce qui va être important et surtout ce qui va être la clé du pilotage de projet, ça va être le pilotage qu'on en fait et c'est avec les différents axes de performance sur lesquels on va se baser pour pouvoir justement mener à bien le projet. Quand on parle d'axes de performance, on parle d'exigence du projet. Donc le Lean se concentre sur la réduction des gaspillages pour maximiser l'efficacité, accélérer le flux. Et pour ça, on va avoir des moyens pour sécuriser nos projets en se basant sur certains aspects de la performance du projet, notamment la sécurité ou la sérénité des équipes, la qualité de nos projets, donc les livrables qu'on délivre, la conformité, les délais, les coûts, et on parle aussi d'environnement et du personnel. Donc ça, c'est les exigences du projet qui vont nous permettre de s'assurer que notre projet soit piloté avec des ressources au bon endroit, avec les bonnes compétences, avec un budget qu'on arrive aussi à sécuriser, un planning associé, on en parlera plus tard, mais un planning à court, moyen, long terme, et puis toutes des activités autour, donc un plan d'action, un rituel d'équipe, on en parlera aussi. Ronan a parlé de l'OBEA, mais tout un dispositif qu'on va mettre en place, qu'on va ritualiser autour des projets pour s'assurer qu'on arrive à rendre le déroulement du projet de façon sécurisée. Du coup, gérer un projet, on va voir un petit peu les différentes approches projet. Effectivement, c'est gérer des ressources, pardon, gérer un budget, gérer un planning, gérer des plans d'action. Et on va voir qu'il y a différentes approches qui existent. Alors, l'idée de ce chapitre, c'est pas de mettre en avant l'une ou l'autre des approches, c'est de les décrire rapidement pour qu'on se cale un petit peu sur les méthodologies qui existent. Pas toutes peut-être, mais les classiques. Dans les méthodologies, on retrouve en premier lieu celle qui est la plus liée directement au Lean ou naturellement au Lean et au Lean Six Sigma, c'est le DMAIC. Donc définir, mesurer, analyser, intervenir ou implémenter et contrôler. On a ce classique, je dirais, du Lean qu'on appelle le DMAIC et qui va regrouper ou utiliser plein d'outils tels que le QQO, QCP, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, du Pareto, du brainstorming, du 5e, de l'Ishikawa, etc. Donc là, on rentre sur plein d'outils différents du Lean et c'est une première méthodologie qui s'applique à des projets, je dirais Lean ou Lean Six Sigma. On pourrait l'orienter plus d'un côté ou de l'autre, mais à la limite, c'est pas le sujet du jour. En deuxième classique, je dirais, on a sur le slide suivant, alors il y a un décalage, donc j'attends un tout petit peu pour le voir.
Je ne sais pas si tu as passé le slide et si on a toujours ce décalage, Leslie, mais on a l'approche en V qui... Voilà, c'est bon, c'est bon. L'approche en V, donc ce qu'on appelle classiquement le projet Waterfall, où on a vraiment le projet qui va de la phase de faisabilité à la phase de réalisation et de la réalisation jusqu'au transfert. Donc on a ce classique de projet qui va amener une méthodologie qui est sans doute la plus connue, qui va prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de projet, comme les autres méthodologies, mais qui se lie souvent avec le PLM, le Product Lifecycle Management. Et donc, si on passe sur le slide suivant, on a donc dans ce projet en V, une première approche d'étude, on va dire business study, on pourrait dire d'étude de faisabilité, de concept et de faisabilité, où on a plusieurs hypothèses qui existent. Dans la phase de définition et de design et réalisation, on va converger petit à petit vers une seule solution. Et cette solution-là, après, on va la dérouler pour aller la qualifier et la transférer en mode série. On a donc, c'est classiquement dans ce projet en V, cette notion de phasing, de phasage, pardon, qui est la faisabilité, la définition, la réalisation et la clôture du projet. Dans cette approche projet en V, on retrouve les rôles et responsabilités, on retrouve des livrables, on retrouve des temps associés à chaque réalisation et on retrouve cette notion de répartition des rôles dans les équipes avec une notion de capacitaire et une notion d'encours qu'on va gérer. Volontairement, j'amène petit à petit des mots qui sont liés au Lean, capacitaire, encours, ça va commencer à parler avec tout ce qu'on peut faire sur des outils Lean autres que le Lean de développement. Le troisième qu'on va décrire, c'est Gesti qui va le décrire, c'est donc l'approche agile. Alors, on parle aussi de différentes approches. L'approche agile, c'est celle qui va permettre aussi de pouvoir apporter de la valeur immédiate pour le client en privilégiant des résultats à court terme et d'évolution en continu. Donc, c'est une approche sur laquelle le Lean va venir piocher justement les bonnes pratiques en focalisant les efforts sur 4 à 5 semaines, c'est un exemple, hein, avec des équipes sur qui on va focaliser justement la recherche d'amélioration. Ce qui va être important surtout, ça va être d'éliminer les ressources et les tâches inutiles pour améliorer l'efficience et réduire les coûts sans sacrifier la qualité. Et ça de façon assez importante. On va donner la priorité à la création de valeur pour les clients à chaque prise de décision. Donc, ce qui va être important dans l'approche agile, ça va être surtout cette notion itérative en boucle d'amélioration continue avec des points intermédiaires, comme on peut le voir, sur lesquels on va s'arrêter, mesurer, identifier l'avancement de notre projet, rebondir, corriger. Et donc, c'est en ça qu'on vient lier le Lean et l'amélioration continue dans cette démarche de amélioration pas à pas et de correction immédiate avec une action orientée terrain. Ce qui va être aussi important, c'est de pouvoir justement se baser sur des petites avancées. On va pas essayer de transformer et de faire des grands changements. On va essayer justement de faire des itérations continues et cumulatives. Et ce qu'on va vouloir atteindre, c'est un résultat élevé. Donc, si je vous montre concrètement l'impact que peut avoir justement cette approche et comment on peut s'en servir via l'approche du Lean, c'est surtout d'avoir une visibilité, des priorités claires, une communication maîtrisée, de savoir identifier rapidement les problèmes. Et on va s'appuyer justement sur un rythme de réunion d'équipe adapté à chaque projet, donc assez rapproché, avec des experts, des décisionnaires dans ces réunions qui vont permettre de faire avancer le projet sans attendre d'avoir des allers-retours sur des prises de décision. On l'a dit, mais les itérations courtes vont permettre justement de pouvoir faire des allers-retours et d'être dans une démarche d'amélioration en continu. Et puis, ce qui va être plus important et capital, ça va être d'avoir des résultats rapides au service de l'enjeu client. Donc là, on va vraiment aller capter la voix du client et s'assurer qu'on puisse répondre de façon impactante à la demande du client. Donc c'est une démarche qui se veut flexible et adaptable. Et puis surtout, c'est une démarche dans laquelle on va vouloir traiter et avoir des retours rapides pour anticiper les retards, pour mieux piloter le flux et les ressources associées. Donc, voilà. Donc le Lean optimise en venant justement, comme on l'a dit, s'appuyer sur chacune de ces méthodes. Je passe la main à personne, puisque c'est moi qui continue.
Mais voilà, on a parlé des différentes méthodes. On a parlé de l'approche d'IMEC, on a parlé de l'approche en flux tiré et de l'approche agile. Mais revenons un peu sur l'état de l'art des projets. Qu'est-ce que concrètement aujourd'hui on apprend sur l'état des projets, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Et si on fait un petit état des lieux, on identifie que dans la gestion des projets aujourd'hui, certaines études, et nous aussi on constate en tant que consultant dans les sujets qu'on peut traiter, mais que ce qui ressort le plus généralement, c'est la mauvaise gestion et la perte financière dans la gestion des projets. Des budgets qui sont gaspillés par une mauvaise gestion de projet, donc une perte financière qui est associée, qui peut être plus ou moins importante, hein. La notion des délais, donc des projets qui ne sont pas livrés à temps, qui ont un impact direct et à la fois sur les coûts et sur la qualité. Donc on verra aussi la gestion des délais qui est souvent aussi liée à la fois aux indicateurs de performance qu'on a vus un peu précédemment, mais à la sérénité des équipes, à la qualité livrée et aussi à l'adéquation charge-ressources. Ce qui ressort également, c'est est-ce que nos projets finalement réussissent ou pas? Est-ce qu'on a des échecs? Et on met en évidence dans des études récentes que 31% des projets sont considérés comme réussis versus 19% des projets qui échouent totalement. On voit quand même que c'est important et que la notion de bout en bout et d'optimisation du projet a une vraie valeur ajoutée quand vraiment on veut aller au bout de la réussite de son projet. Les autres éléments qui ressortent, ça va être le dépassement des coûts. Donc, c'est lié aussi à la gestion de son budget. Donc, 35% des projets qui dépassent le budget initial. Des dépassements moyens qui sont estimés à environ 27% au-delà du budget prévu. Voilà, donc la notion de sécurisation de son budget en amont et de comment on va s'assurer qu'au fil du projet, on soit dans les clous, c'est un vrai enjeu pour pouvoir livrer nos projets dans les délais et avec des coûts minimisés. Un échec à répondre aux attentes, donc ça c'est comment on va aller capter la voix du client, comment on va s'assurer de répondre à la voix du client, à la voix du business, à la voix des équipes. Et donc voilà, ce qu'on identifie, c'est 45% des projets qui échouent à satisfaire les attentes des parties prenantes. Donc on verra que ça, c'est un levier qui est très important dans la gestion du projet et donc c'est même capital et incontournable de bien s'assurer de capter la voix des différentes parties prenantes pour viser juste et viser aussi, comme on le dit souvent en ligne, au bon du premier coup. Une petite remarque qui est faite dans les commentaires, Jesly, que je me permets de Ouais, transmettre. Effectivement, ouais. c'est pas l'état de l'art des projets au sens description de ce qui marche. On est plutôt en train de faire l'état de l'art des défauts projets. Mm. Et c'est effectivement ce qu'on cherche à mettre en évidence parce qu'en fait, pour s'améliorer, on a plutôt tendance à parler des trains en retard, on va dire, que des trains à l'heure. Donc là, on est en train de parler de ce qui va pas et on voit que ce qui va pas, ça rejoint les indicateurs que tu as cités tout à l'heure, qui sont sur la qualité, sur le délai, sur le coût et indirectement sur la sérénité et la sécurité des équipes. Mais effectivement, Tout à c'est fait. plutôt l'état de l'art des défauts projets Et qu'on est en oui, train des de défauts faire de ce qui va mal, oui. et que tu vas prolonger sur le slide suivant en le liant à des activités projets spécifiques. Donc, bonne transition, Ronan. Effectivement, on va parler à la fois du développement, de la stratégie, de l'innovation, des ressources. Et c'est aussi sur ces éléments, différentes thématiques, qu'on voit des dysfonctionnements dans la gestion des projets. Donc, on parle dans le développement de projets qui rencontrent des déviations. Quand on parle de déviations, c'est des problèmes, on l'a dit, hein, sur la qualité, les délais, les coûts, la sécurité. Donc, la maîtrise concrètement de ces axes de performance. Au niveau de la stratégie du business, on parle surtout de la prise des décisions qui peut changer. Et donc, 40% des dirigeants qui ne pensent pas que leur entreprise sera économiquement viable dans les 10 ans, si elle ne transforme pas. Donc, l'importance de créer du projet, de faire du projet, c'est pas juste une pour être une notion obsolète, mais aujourd'hui, on a concrètement besoin de se transformer, d'être force de proposition et d'être compétitif en se transformant pour apporter de la valeur business dans notre organisation. Sur l'innovation, on parle de 87% des projets d'innovation qui échouent et plus de 90% des startups qui ne dépasseront pas les 1 million de chiffre d'affaires. Donc ça concerne aussi sur quel sujet on a envie d'aller, comment on crible nos sujets dès
dès l'initiation des besoins et quels sont les sujets sur lesquels on va aller pour avoir de l'impact avec le moins d'efforts associés. Au niveau des ressources, d'où l'enjeu, j'en parlais tout à l'heure, de bien planifier la gestion de ces projets et l'adéquation charges-ressources, mais on parle de gaspillage avec près de 12% des ressources de l'entreprise qui sont gaspillées pour une mauvaise planification des ressources associées au projet. 3 causes principales d'échec de projet. On parle du changement des priorités dans l'entreprise. On en parlera aussi, hein. Donc c'est le cadrage du projet, et puis aussi la gouvernance qu'on y associe. Donc le changement de priorité, c'est quelque chose aussi qui impacte l'aboutissement du projet. Les changements dans les objectifs du projet et une collecte erronée des exigences. Donc là, on revient aussi à comment on cadre notre projet en amont, comment on s'assure qu'on ait bien identifié les leviers de performance, comment on a bien capté la voix du client. Le changement de priorité, c'est aussi quelle stratégie, quelle vision on amène. Et puis l'évolution des périmètres, c'est aussi comment on est en capacité de pouvoir s'adapter face à l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Ça, Vous voulez Jessie, je te coupe à nouveau, parce que je suis sur le fil de conversation, ça conforte une remarque faite par Florent dans le fil de conversation, qui est de l'importance de la phase amont du projet, de la définition pour réussir un projet. Et ça me fait penser à une petite citation d'Albert Einstein, alors je vais peut-être pas citer exactement, mais qui disait que s'il avait 1 heure pour réfléchir à un problème, il passerait 55 minutes à le définir et 5 minutes à appliquer la solution. Et on est vraiment dans cette notion de cadrage, de phase amont, comme le dit Florent, qui est effectivement fondamentale. Exactement. Même les plus grands jazzman qui se lancent dans des impros où on a l'impression que c'est de l'impro pur, il y a des tonnes de règles qui ont été définies avant et en fait le cadrage il est inné dans les règles d'improvisation. Mais il y a des règles qui sont créées qui pourraient ressembler aux livrables, aux jalons et aux rôles de responsabilité qui sont clairement définis dans un projet. Souvent, on dit que quand un projet est mal préparé, mal cadré, il a moins de chances d'aboutir. Et c'est vraiment ce qui est mis en avant dans ces retours justement d'expériences qui ont été cités dans l'état de l'art. On continue? Lié à tout ça, du coup, sur le slide suivant, on va rentrer sur un vocabulaire purement ligne, puisque là, on s'est fait un état de l'art, effectivement, des défauts projet ou des problématiques projet. Donc, loin de nous l'idée de remettre en cause que les méthodologies mises en place sont pas bonnes et qu'on va vous sortir la méthodologie miracle pour réussir tous ces projets. Mais en tout cas, on doit progresser sur l'appropriation des méthodologies, l'évolution de ces méthodologies, et puis peut-être que ne pas se priver d'un levier supplémentaire. Le levier, c'est d'aller intégrer des bonnes pratiques du Lean dans nos projets et d'aller intégrer les bonnes pratiques telles que celles qu'on va détailler maintenant dans les slides suivants. Donc, dans les gaspillages dans le projet, le premier slide, c'est de reprendre classiquement les 7 plus 1, donc les 8 gaspillages qui sont cités habituellement. Je ne vais pas les citer tous, ou les détailler tous, mais on parle en général je vais commencer par la non-qualité, qui est peut-être, entre guillemets, le plus évident. Mais on a la non-qualité, donc qui peut s'associer à des erreurs de livrables, des erreurs dans la complétude de certaines actions. On a des traitements inutiles, qui sont de la non-valeur ajoutée par principe, du coup, et donc des gaspillages. On a de la surproduction, si on est plusieurs à travailler sur des sujets en parallèle et qu'on ne s'en rend même pas compte. On a des délais d'attente, parce que parfois on travaille en file d'attente sur les projets et on oublie un petit peu le côté tag time et fil de l'eau pour gérer les encours. On a des flux non optimisés, donc qui créent des mouvements inutiles. On a trop d'actions qui se mettent en place. Moi, j'ai vu des projets avec des plans d'action qui font 6 pages ou des tableaux de pilotage où on se retrouve en mode digital avec énormément de tableaux de pilotage pour gérer un projet, et à un moment, on se perd dans les tableaux. On a des transports inutiles, c'est des échanges de dossiers, des échanges de produits. Donc, on voit qu'on a tous ces gaspillages qu'on retrouve dans le projet. Donc, le projet n'est qu'un champ de plus où on peut appliquer les bonnes pratiques du Lean. Et bien sûr, un champ où aussi on peut appliquer l'intelligence inexploitée, qui est le 8e gaspillage qu'on cite souvent chez Excel et chez d'autres, bien sûr, puisque l'intérêt, c'est d'aller chercher les gens et leurs compétences et de les mettre au service du projet.
Donc tout ça, c'est ce qu'on va chercher à faire. Et je lis en même temps les commentaires. Les mêmes gaspillages qu'il y a 30 ans, oui. Les gaspillages, ils n'ont pas changé. On n'a pas fait du marketing sur le gaspillage en intégrant des nouveaux. Les 7 et 8, ils tiennent. Euh, L'énergie pourrait rentrer dans les gaspillages parce qu'effectivement, ils vont amener. C'est de la surconsommation. On retombe là-dedans. Et puis, effectivement, le why est quelque chose de très important. La justification, le pourquoi on fait les choses. Et moi, je vous invite à aller creuser sur Internet ou sur les réseaux, mais tout ce qui est discuté sur le why par Simon Sinek, qui est un des coachs qui parle beaucoup sur cette notion-là et qu'on peut rapprocher à tout ce qu'on est en train de se dire sur le projet. La logique qu'il y a sur ces gaspillages, si on parle vraiment de projet, pour moi, elle tient en trois phases vraiment principales. La première, c'est que le client, quel que soit excusez-moi l'expression, mais le bordel qui peut apparaître sur le projet parce qu'il y a des aléas et que un projet, c'est quand même souvent pas un long fleuve tranquille, c'est que le client ne voit pas les impacts de ce qu'on est en train de vivre. Le client, lui, il doit avoir de la sérénité et des choses qui avancent pour être rassuré. Donc, on protège les causes qui impactent le client et on essaie de travailler en interne. Pour ça, on travaille sur nos processus inefficients et on les optimise. Et en parallèle de cette action sur les processus inefficients, on vient piloter l'activité pour gérer les écarts. Donc, on va détecter des écarts pour affiner la maîtrise et, euh, et éviter de dévier trop fortement au point où le client pourrait être touché et la boucle est bouclée. Ce que je veux dire par là, c'est que pour piloter, il faut avoir des objectifs et les objectifs, on va au maximum les tenir. J'ai pour habitude, quand on est chez les clients, de dire à un moment, et ça choque parfois, de se dire que finalement, même un planning, c'est pas fait pour être tenu, c'est fait pour être tenu au mieux. Mais on tient rarement un planning à 100%. Si on vise ça dans un projet, on finit névrosé. Ce que je souhaite à personne. On reviendra tout à l'heure sur le PMBOK. Je voyais dans le fil de discussion qu'il y a une phrase de Florent concernant le gaspillage, la philosophie du PMBOK. Et oui, on reviendra tout à l'heure sur la densité du PMBOK, puisque je lis dans la phrase appliquée dans son intégralité n'est-elle pas une sorte de gaspillage? Je vais peut-être pas me permettre ce genre de raccourci, mais je comprends le message qu'il y a derrière. J'y reviendrai tout à l'heure si ça te convient, Florent. Slide suivant, du coup, on tente ici. Alors, je vais commencer par la droite du slide à résumer l'essence du projet lié à l'essence du Lean. Le Lean, pour moi, c'est une optimisation d'un temps de traversée. Un projet, c'est un traversée entre un besoin client ou un avis client et la production de l'affaire associée. On doit optimiser ce temps au maximum. Donc, on est vraiment dans cette vision du Lean dans lequel on optimise un temps de traversée en limitant les gaspillages et en optimisant, je dirais, la variabilité et l'agitation qui va se passer autour du projet, donc les fameux Muda, Moura et Muri. On ne va pas s'interdire cette notion d'escalade. Cette notion d'escalade qui va être que une équipe projet travaille toute seule, mais elle aura moyen d'aller se rapprocher d'un sponsor ou d'autres entités pour pouvoir se faire aider en cas de besoin. Une équipe n'est pas seule. Et puis après, les 5 incontournables du projet, c'est les 5 phrases que j'avais envie de citer sur ce slide au niveau du projet. Et on y reviendra tout à l'heure en parlant d'Amdeck Projet pour le premier. Identification des risques et des problèmes. Il faut vraiment identifier ces risques au début et piloter les actions qui vont y être liées. On va devoir travailler en transparence dans le projet avec des objectifs communs. On va essayer de passer d'une pression par l'enjeu à une pression par le jeu. C'est-à-dire qu'on va s'amuser ensemble à essayer d'atteindre l'objectif du projet. On va essayer de se rendre autonome chacun, pas indépendant mais autonome, pour tendre vers l'agilité. Je ne parle pas forcément le modèle agile que décrivait Jessie tout à l'heure, mais en tout cas l'agilité dans le projet. Et puis l'idée de tout ça, c'est d'embarquer les équipes, parce que si on n'embarque pas les équipes, c'est pas un bon chef de projet qui fait un bon projet, c'est une bonne équipe qui fait un bon projet. Et pour répondre en parallèle aux questions qui passent sur la droite, PMI, c'est le Project Management Institute. PMBOK, c'est je dirais le bouquin ou ce qu'ils ont écrit pour résumer
les meilleures pratiques du projet. Et donc, c'est une des références dans la gestion de projet Waterfall, au passage, plutôt le projet en V. Et le PMBOK, pour commencer à alimenter ce que disait Florent tout à l'heure, était un petit fascicule de 650 pages qui nous explique comment faire un projet. Donc effectivement, ça peut paraître assez énorme si on veut s'approprier ces 650 pages pour commencer à faire un projet. Et pour rebondir sur ce que dit Pierre-Étienne, effectivement, on aborde les pratiques qui aujourd'hui peuvent être justement utilisées pour optimiser son projet, mais effectivement, tout ne doit pas être utilisé. Donc l'idée, c'est justement de piocher et de voir celles qui s'y prêtent le mieux dans le contexte dans lequel on évolue et dans lequel on a la capacité de le mettre en œuvre surtout. Ok. On va continuer sur justement l'exécution des projets, Ronan. Alors, dans l'exécution près des projets, justement, il me semble que le slide suivant nous amène à montrer un tout petit peu, pour ceux qui ne le connaissent pas dans les participants, une petite synthèse du PMI, parce que l'idée, on n'a pas 12 heures de conf call ou de webconférence pour aller échanger sur le PMI, mais on pourrait y passer 12 heures, voire plus, hein, parce que la formation est très très longue. Le PMI, en fait, décrit un projet avec 5 processus différents qu'on a cités finalement tout à l'heure indirectement, c'est-à-dire on démarre un projet, on le planifie, on l'exécute, on en suit la maîtrise et on clôture. Et derrière, il redivise ces projets en domaines de connaissances qui sont l'intégration, le détail du contenu du projet, la gestion des délais, la gestion des coûts, la gestion de la qualité, la gestion des ressources, la gestion de la communication, la gestion des risques, la gestion des approvisionnements et la gestion des parties prenantes. Alors l'idée, encore une fois, n'est pas de dire qu'il faut savoir tout ça dans un projet, savoir ça par cœur pour faire un bon projet. Nous, ce qu'on va essayer de faire quand on va faire de l'analyse chez les clients, c'est que ce PMBOK, quand on le maîtrise, et on est quelques-uns chez Excel à bien maîtriser, alors je vais dire plus que quelques-uns à bien maîtriser le Lean, mais quelques-uns et plusieurs à maîtriser le projet, et s'appuyer sur cette vision macro du PMBOK nous amène à identifier où est-ce qu'on a vraiment des lacunes dans le projet. Est-ce que c'est dans la maîtrise de la qualification? Est-ce que c'est dans le cadrage? Est-ce que c'est dans la maîtrise des coûts? Est-ce que c'est la gestion des ressources? Est-ce que c'est dans l'identification des parties prenantes, puisqu'on a raté des sous-traitants ou des contributeurs externes à l'équipe projet? Voilà, donc ça peut nous aider. Et c'est en tout cas une des priorités du PMBOK qui là est un incontournable et qui rejoint ce qu'a dit Florent tout à l'heure dans le fil de discussion. Ben, c'est vraiment d'aller capter les voix du client dans le cadre du cadrage du projet. Et donc, pour reprendre un vocabulaire que Jessie a dit tout à l'heure, les livrables vont nous aider à faire le flux tiré qui nous ramène au flux tiré du Lean, puisqu'on va tirer le projet par les informations souhaitées, planifiées dans le projet. Et on va avancer parce qu'il est 34, on a un tout petit peu en décalage, mais on va continuer à avancer. On parle de justement pouvoir bien cadrer son projet, de pouvoir s'assurer justement qu'il y ait un bon cadrage du projet pour justement viser les bons du premier coup. On peut aussi utiliser l'analyse des risques, l'AMDEC, qui va nous permettre de bien maîtriser justement tous les dysfonctionnements possibles qu'on identifie en amont et qui vont nous permettre justement de mettre en œuvre des actions préventives. Donc l'AMDEC, c'est une méthode d'analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. Mais l'objectif surtout, ça va être de se dire concrètement quels sont les risques potentiels qui peuvent arriver sur mon projet et de quelle façon je vais pouvoir mettre en œuvre des actions qui vont limiter le risque ou voire l'éradiquer. Donc cette méthode-là, elle aide à identifier tout ce qui ne pourrait pas fonctionner au sein de l'entreprise et donc par ricochet toutes les améliorations possibles à mettre en œuvre. Donc dans le projet, on liste les risques et puis comment on met en œuvre le LAMDEX, c'est avec certains critères de fréquence et de probabilité. On met en relief la gravité, on met en relief toutes les détections possibles qu'on détecte par l'organisation et on fait un coefficient et c'est là justement selon le coefficient exprimé qu'on va mettre en œuvre les actions en face. Donc AMDEC, pour ceux qui se demandent, analyse des modes de défaillance et de leur criticité. Donc ce qu'on va chercher à aller
avoir à travers cette analyse, c'est d'avoir une production optimisée, d'aller chercher le bon du premier coup, une amélioration permanente avec moins de ruptures, et puis de limiter justement les défaillances possibles dans le flux de notre projet. Euh, voilà, donc encore un des moyens qui nous permet justement de pouvoir sécuriser notre projet. On parle de prévention, mais on parle aussi, pour sécuriser notre projet, de capacité à faire. Donc, quand on parle de préserver l'agilité, c'est pas le modèle agile comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est de se dire comment on est capable de gérer son périmètre, de gérer son planning, et être capable de se mobiliser sur des leviers business. Si on a la possibilité de mieux gérer nos ressources, c'est aussi de pouvoir être agile et de pouvoir répondre plus facilement aux besoins du terrain, aux besoins du client. Donc une façon simple, bon, et schématique, là, de partager comment calculer sa capacité à faire, et ben tout simplement, on a notre capacité à faire avec un certain nombre de jours ouvrés par mois. On déduit tous les jours d'absence, donc on gère nos absences pour divers et variés. Et puis, il nous reste notre capacité. Notre capacité, c'est quoi? C'est les projets sur lesquels on travaille, les projets de l'entreprise, et puis ça va être leur projet, ça va être notre run. Donc toutes les actions du quotidien sur lesquelles on travaille, mais qui n'est pas tagué comme projet. Et ce qui va être surtout important, c'est de regarder concrètement bah, à quel moment on est en surcharge et les moments où on est en disponibilité pour pouvoir se rendre disponible et pouvoir justement être en capacité de fournir le client en fonction des besoins de l'entreprise. Et donc bien gérer la balance entre l'adéquation, les ressources et les besoins, ça permet aussi d'être agile et force de proposition. C'est en ça que le pilotage des ressources, notamment à travers les axes de performance qu'on a identifiés, va amener justement plus de souplesse, plus de robustesse dans la gestion de notre projet. Je regarde en même temps les questions ou les remarques. Dans la question, il y a une petite question sur le processus d'intégration. L'intégration, c'est vraiment la, le fait d'intégrer tous les aspects d'un projet dans le scope du projet. Et c'est donc le fait d'intégrer, de pas oublier certains éléments dans le projet, de garantir qu'on a bien intégré tous les bons sujets dans le projet. Donc c'est un processus à part entière dans le PMI. Et effectivement, pour répondre à des commentaires que tu as commenté déjà, Jesly, et puis que Florent, je crois, c'était Florent faisait tout à Oui, l'heure, effectivement, c'est un des processus qui parfois n'est pas à dérouler à la même. Il est important, mais c'est pas celui qui prend le plus de temps quand nos projets sont assez standards, ou qui sont récurrents, ou que les équipes maîtrisent le projet, son périmètre et sa définition. Frédéric dit ça suppose de travailler sur notre agenda et donc d'y intégrer tous les créneaux de travail perso hors projet. Effectivement. Donc ça, c'est aussi une étape sur laquelle bah, collectivement on doit travailler pour justement intégrer tous ces éléments-là qui vont bah, permettre de donner plus de visibilité sur notre capacité à faire et donc mieux gérer en transverse surtout, parce que c'est surtout ça qui va être important, mais de gérer la transversalité et les ressources bah, collectives de l'entreprise, effectivement. Que ça soit dans un projet ou dans n'importe quelle activité, je dirais professionnelle, si on garde pas une place pour notre vie perso, je le dis avec mes tripes, mais je pense qu'on aura quelque chose. On est sur Terre pour avoir une vie perso et une vie professionnelle, et pour réussir à protéger notre vie perso, il faut lui laisser une place dans son agenda. Donc c'est bien de le rappeler là, mais pour moi c'est un must vital. Je parle de perso-travail. Ah oui, complètement. Ça rejoint aussi ce que dit Ronan, mais effectivement, intégrer justement son travail perso, bah, ça fait partie aussi bah, de, des choses à intégrer dans l'agenda. On continue, donc on va poursuivre avec bah, le pilotage des projets. Une fois qu'on a mis en place tous les bons moyens pour les sécuriser, on va parler de comment maintenant on pilote nos projets. Sur les pilotages des projets, on a je dirais le mot classique Obeya en japonais qui veut dire grande salle, SA2LE, c'est-à-dire un endroit de taille suffisante pour pouvoir aller piloter euh, un planning global projet, des tendances du projet, une voie du client, euh,
la gestion de l'équipe, la gestion des actions court terme, donc le planning un petit peu micro du projet, des indicateurs de performance, des suivis de problèmes, capter les évolutions de périmètre, et puis après, peut-être parfois avoir des axes supplémentaires qui peuvent être des suivis de sourcing, des convergences sur la nomenclature, des suivis de commandes quand on est sur la phase d'appro, etc. Encore une fois, là, c'est une vue exhaustive qu'on a construite et qui reprend toutes les bonnes pratiques d'une OBEA. On est loin d'être obligé d'avoir tout ça dans notre OBEA, mais c'est ce qu'il faut avoir pour piloter un projet. Et ce pilotage, bah, c'est d'une part un levier d'engagement, parce que quand on met les gens ensemble autour de ce pilotage, c'est comme quand on fait de l'AIC, ce qu'on appelle animation intervalle court, dans le pilotage classique, service ou manufacturing. Et ben on engage les gens dans la démarche, on décloisonne parce qu'on met des différents corps de métier en face de ce tableau, et puis on maîtrise les aléas puisqu'on met de la performance et on détecte des écarts de performance. Mm, mm, mm. Et pour rebondir sur ce que dit Florent, effectivement, le pilotage de projet par l'OBA, c'est aussi un moyen de pouvoir justement fluidifier la communication avec les parties prenantes et avec son équipe, mais évidemment, au-delà de ces rituels d'équipe, la communication, et là je rejoins Florent, est un pilier pour justement bien conduire les projets et bien animer les équipes. C'est exactement ce qui va être pris sur le slide suivant d'ailleurs, et je ferai peut-être un commentaire juste par rapport à ce que dit Florent, parce que c'est intéressant d'échanger là-dessus. C'est que bien sûr, il faut communiquer, et bien sûr, le BIA est là pour ça, mais dans la communication, il doit y avoir une notion de communication destinée à prendre une décision, ou une communication destinée à décider des actions ou à mener des actions. Je dis ça par opposition aux réunions éternelles d'information sur le projet où on informe, on se dit bon, tout le monde est informé, tout va bien se passer. Si l'information ne débouche pas sur des actions, l'information est stérile. Ouais, c'est un petit commentaire, ça me met pas loin de moi, enfin, ça me met pas en opposition avec Florent, mais c'est un complément sur la vigilance entre communication pour action et la communication purement informative. Et du coup, l'OBEA, alors, c'est inspiré de l'OBEA Association qui existe au niveau mondial et lié à IOBEA, qui est un de nos partenaires. Mais l'OBEA, c'est vraiment un état d'esprit où on est basé sur l'échange d'informations et la proactivité de chacun à partager et à faire quelque chose de cette information. On est sur un alignement sur le but et sur la synchronisation qui va se faire au fil de l'eau lors du pilotage. On est sur un espace de travail qui est vraiment construit, une salle d'OBEA, ça se construit. Je vais faire une petite analogie par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le PMI. On ne peut pas prendre un processus projet tel quel et le plaquer chez l'entreprise lambda, parce qu'il aura ses spécificités, on va l'adapter. Une OBEA, un support d'OBEA, parce que c'est un tableau à la fin, c'est pareil, ça se construit avec l'entreprise pour aller adapter l'outil aux besoins et aux spécificités de l'entreprise. Et puis après, bien sûr, il y a un contenu de cette OBEA, le contenu qui doit favoriser les décisions pour pas être que dans l'échange, et puis qui doit être lisible. Comme sur un tableau d'animation intervalle court, on doit être capable de voir en quelques minutes si le projet il va bien ou s'il va pas bien. Et s'il va pas bien, comment on peut faire entre nous? Et si on peut pas gérer entre nous, remonter au niveau de l'escalade et au niveau du sponsor pour aller chercher de l'aide et pas s'enterrer tout seul dans un échec de projet. Donc, on parle de pilotage de projet, mais le pilotage aussi repose sur la structure qu'on en donne, et la gouvernance projet va être un des moyens aussi pour garantir l'alignement stratégique des projets. Donc, on est aussi dans une logique de pyramide, comme on l'a écrit, qui soutient les équipes. Mais ce qui va être important, c'est de se dire qu'on a la vision stratégique avec les codir, les sponsors. Et puis, en dessous, on a la vie opérationnelle, notamment avec le pilotage du portefeuille projet. Pourquoi pilotage du portefeuille projet? Parce que on a plein de projets à gérer, et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils aillent tous dans le même sens et qu'on puisse aller vers les objectifs visés. Et donc pour ça, on s'appuie sur des ressources internes. Généralement, ça peut être les PMO qui justement s'assurent qu'il y ait une bonne gestion des ressources transversales, que les sujets qui sont visés visent bien la stratégie de l'entreprise. Et puis ensuite, on s'appuie sur les équipes opérationnelles qui, dans l'application des activités quotidiennes ou dans la gestion des projets, vont être garants aussi de l'alignement stratégique et de la vision de la direction. Donc c'est tout un travail d'équipe, mais qui doit être structuré
pour justement s'assurer qu'on avance tous dans le même sens. On s'appuie sur différents acteurs dans cette gouvernance, des acteurs qui sont généralement incontournables. Donc le comité de direction qui, lui, va s'assurer qu'on justement crée des projets qui sont alignés avec la stratégie de l'entreprise, qui sont orientés business. Pas que business, hein, mais qui peuvent aussi apporter de la valeur à l'entreprise, une image de marque, etc. On a la partie financière, le contrôle de gestion, finance et contrôle, qui va s'assurer de la viabilité du projet. Et puis la partie PMO qui s'occupe de l'impact transverse et de savoir si on a les bonnes ressources au bon endroit et si on n'a pas de doublons, parce que ça aussi, c'est des gaspillages dans la gestion de nos projets. Est-ce que nos ressources sont pas démultipliées, mais bien focalisées sur ce qui fait impact sur les leviers? PMO, c'est Project Manager Office. Donc, généralement, c'est une personne qui est dans l'entreprise qui est dédiée justement à aider la chefferie de projet, à s'assurer que les projets sont bien menés de bout en bout, qu'ils respectent les délais, la qualité, et puis qui s'assure aussi que on ait une bonne adéquation charge ressources, avec une vision très transversale sur l'organisation. J'espère avoir répondu à ta question, Jérôme. Donc, on continue aussi sur le cas du multiprojet pour maîtriser l'activité. En fait, ça va alimenter ce que tu viens de dire sur le PMO qui donc est du Project Management Office ou Project Manager, si on parle de la fonction, effectivement. En fait, l'intérêt, en fait, c'est d'aller maîtriser cette notion de multi-projet et multi-service. C'est-à-dire que chaque chef de projet doit avoir une vision, de son projet et des différents services qui interviennent. Et en transverse, on doit avoir chaque service qui a une vision de tous les projets sur lesquels il est sollicité. Et une des façons de construire cette matrice indirectement, c'est de construire un PMO. Alors PMO, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui dit quasi chef de projet. C'est pas quasi chef de projet, on va le voir juste après. Il y a un slide je crois, qui est juste après, qui décrit le PMO. On est vraiment dans, je dirais, une entité dans l'entreprise qui va gérer les méthodologies projet, les standards, le portefeuille projet et son suivi. Et qui va le structurer. Donc on a cette dimension double qui doit exister, et donc le slide suivant nous amène au PMO, il me semble. Et du coup, dans le PMO, on va avoir une visualisation du portefeuille projet, on va avoir une optimisation des ressources, y compris des ressources croisées entre différents projets, une vue globale du pilotage du portefeuille et des projets en termes de SQDC, pour voir quel projet va bien et quel projet va pas bien en quelques secondes. Une définition des rôles pour s'assurer au fur et à mesure qu'on progresse sur les rôles et responsabilités dans les projets. Il assurera la capitalisation via le retour d'expérience sur lequel on va revenir tout à l'heure. Il va travailler sur les standards projets, donc les processus, les évolutions des standards, les bonnes pratiques projets. Ça va lui permettre d'anticiper des évolutions possibles par rapport à la stratégie, au business, par des échos qu'il va avoir par la direction ou par le business lui-même. Et puis, il va standardiser un petit peu les méthodes de reporting de façon à ce que chaque personne qui travaille sur plusieurs projets ne se sente pas perdue par les spécificités d'un chef de projet, mais vraiment un mode de reporting commun qui permet de communiquer ensemble avec les mêmes paroles et les mêmes supports. Et c'est exactement ce que décrit un utilisateur inconnu qu'on décrit là. C'est vraiment Pierre-Étienne, effectivement. L'organisation des processus relatifs à la gestion de projet, c'est ça. Rien à voir avec le product owner directement dans la méthode agile, effectivement. Donc Ronan, tu as fait la transition avec le retour d'expérience. Donc notion qui est incontournable également, si on doit faire le zoom sur des points clés dans la gestion de projet, le retour d'expérience en fait partie. C'est la notion d'amélioration continue, hein, comment on peut capitaliser sur nos échecs pour en faire des forces et de pouvoir justement s'assurer que dans l'analyse de notre projet, qu'on fera pas juste à la fin, mais qu'on fait aussi à des étapes très intermédiaires du projet,
on puisse capitaliser sur ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins fonctionné, ce qui a bien fonctionné, c'est-à-dire le conserver pour en faire des standards et le partager et le réitérer. Et ce qui fonctionne moins bien, le comprendre si c'était focalisé sur la sécurité, les délais, le triptyque sécurité, coût, délai. Et ça nécessite de structurer le rétex. Souvent, on pense que le retour d'expérience, c'est plus un feedback qu'on donne, mais ça nécessite de pouvoir avoir un pilotage pendant le projet, c'est-à-dire de pouvoir amener des étapes avec des jalons bien précis où on fait déjà des points et on mesure déjà les écarts. D'évaluer la performance, donc ça on l'a dit, hein, à travers les axes de performance, à travers justement les rituels d'équipe, notamment via l'OBEA. Et puis avoir une bonne base des rôles et des responsabilités. Ça nécessite aussi, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, mais de pouvoir parler du RACI pour définir les rôles et responsabilités. Et puis, quelqu'un l'a écrit dans les commentaires, mais effectivement, c'est l'étape check qui permet de mettre vraiment la cale de l'amélioration continue et le check de s'assurer qu'on ne recommence pas les mauvaises erreurs, quoi. En tout cas, si on ne les recommence pas, qu'on en tire parti pour justement s'améliorer la fois d'après. Donc voilà, on se base sur la voix du terrain, sur la voix du client, c'est donc la satisfaction des clients et les retours de nos équipes, et puis la voix de nos partenaires. Le bénéfice qu'on en tire, ça va être effectivement de pouvoir capitaliser, d'analyser, et puis de pouvoir justement faire en sorte d'appliquer nos équipes. Donc c'est le moment aussi, le retour d'expérience, hein, de féliciter et de partager tout ce qui a bien fonctionné, de pouvoir s'améliorer en continu sur nos process, et de monter aussi en compétence sur les sujets sur lesquels on a identifié des axes de progrès. Le décloisonnement aussi, c'est un point qui est important. Le rétexte se fait en transversal. Ça permet aussi d'apporter d'une façon plus macro les dysfonctionnements qui sont associés à la fois en micro dans notre système, mais de façon macro aussi dans l'écosystème de l'organisation. Alors, on arrive déjà à la conclusion, c'est passé vite. N'hésitez pas si vous avez quelques questions à partager. On a encore un peu de temps pour y répondre. Mais on a balayé assez rapide, hein, mais les points qui nous semblent essentiels justement euh, dans la gestion de projet. On n'est pas là pour justement se spécialiser dans la gestion de projet, mais on partage aussi de quelle façon l'amélioration continue, le Lean peut venir justement s'appuyer sur la gestion de projet pour gagner en efficacité, pour améliorer le flux, pour gagner en sérénité et pour servir les intérêts du client. Donc on est vraiment dans une logique de simplification et d'optimisation. Donc ça va bien avec le back to basics, donc c'est revenir un peu à l'essentiel. Finalement, hein, c'est retrouver, on parle de retrouver la croissance grâce au levier business. Donc là, on en a parlé, ça passe notamment à partir du cadrage. Donc, comment on va s'assurer que ce qu'on produit est bien en lien avec les attentes du client. Donc, quelqu'un parlait de la VOC en termes lean, donc effectivement, la voix du client. De se concentrer sur les ressources pour un maximum d'impact. Donc ça, j'aime bien le maximum d'impact avec moins d'efforts. Donc en priorisant les projets. Donc là, on est aussi sur une notion, si on, on rattache à l'excellence opérationnelle, mais on est dans une notion d'optimisation et comment on peut travailler sur le flux. Et puis le pilotage, notamment avec la gouvernance lancement de projet. Donc comment on va s'assurer que on avance tous dans le même sens et qu'on structure justement nos projets. Alors, si entreprise trop petite pour avoir une personne pour être PMO, comment sont gérées ces tâches? Alors, moi, j'ai déjà, dans mon expérience, pu voir des chefs de projet qui ont plusieurs projets et qui sont un peu garants, qui ont un peu la casquette du PMO, et qui sont désignés comme personnes ressources sur qui on peut aller chercher les standards, les bonnes pratiques, qui peut lui aussi aller former et animer des communautés de, 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 de collaborateurs sur ces sujets-là. Pourtant, j'estime c'est que cette personne-là ne devienne pas le sachant absolu qui dit à tout le monde comment il faut faire, mais celui qui est bien la référence de de la meilleure pratique ou la bonne pratique du moment et qui va quand même continuer à contrôler avec ses collègues comment faire évoluer ses pratiques. Et du coup, ça m'amène à l'autre question qui était juste au-dessus, c'est comment sont amenés les projets, enfin comment comment est ressentie l'approche du Lean dans les projets par les équipes projets.
Bah écoutez, je pense que si on l'amène de la bonne manière, le Lean, il est là pour aider les gens qui ont des problèmes. Il n'est pas là, enfin bien sûr qu'il y a une notion d'optimisation de performance et qu'il y a derrière des options sur la sécurité, la qualité, le délai, le coût et donc la rentabilité des projets. Mais je pense que intrinsèquement, le Lean, et c'est comme ça qu'on le travaille chez XL, il est là pour aider ceux qui ont des problèmes, parce que ceux qui ont des problèmes, s'ils n'en ont plus, ils vont servir la cause qui est globale, qui est celle de l'entreprise. Et donc on lit le terrain avec le projet en permanence, et si on le fait bien dans nos missions, ben, j'ai envie de dire que les gens, on les embarque. Et après, ça, c'est à nous c'est notre boulot. Et en tout cas, c'est là où on peut vous aider à le faire, puisque c'est ce qu'on cherche à faire chez nos clients. D'autres questions? Le film. Faut-il se tourner vers une certification Lean Six Sigma ou PMP selon vous, pour gagner en crédibilité, employabilité? Euh, La certification, elle va venir amener un plus, parce qu'évidemment, elle va venir vous permettre d'apporter un socle de connaissances et de compétences dans votre parcours, mais la crédibilité, l'employabilité, ça va surtout être ça rejoint un peu ce qu'a dit une personne juste avant. Ça va être justement comment on amène les sujets, comment on embarque les équipes, et puis comment on va réussir aussi à structurer la démarche. Mais effectivement, la certification va juste venir vous aider à structurer, donc c'est très important, parce que vous allez structurer, vous allez être outillé, mais vous allez, au-delà d'avoir les outils, vous allez avoir aussi l'état d'esprit. Donc, on cumule dans la certification l'état d'esprit et les outils pour pouvoir justement répondre aux équipes sur le terrain. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout l'engagement qu'on va y mettre et l'exemplarité, et puis aussi comment on va aborder ces sujets-là au sein de l'organisation. Je sais Si pas on si se tu veux pose en, compléter. si on se pose en posture de manager, oui, on peut regarder si les gens ont des certifications Lean et Lean Six Sigma pour l'employabilité, mais je pense que là, on n'est pas là pour y répondre. Bien sûr, c'est sûrement un atout d'avoir des formes, des certifications, que ce soit projet ou Lean. Parce que là, nous, on est en train d'échanger, et le cœur de notre discussion, c'est de se dire que le Lean peut servir dans les projets. Après, nous, dans le Lean, si on le fait en conseil chez des clients, on va forcément l'associer à de la formation. En tout cas, pas forcément PMI, parce que on n'est pas en train de vous apprendre la méthodologie projet, mais de la formation Lean ou Lean Six Sigma pour pouvoir monter en puissance sur la compréhension de l'état d'esprit et des outils pour l'appliquer dans vos projets. Donc c'est une importance, mais aller parler de l'employabilité, on peut en parler en dehors, mais c'était pas trop le but de cette conférence. Oui, je pense que c'est un plus. Et effectivement, l'OBEA, on a parlé des OBEA projets, mais on peut aussi les lier à des OBEA management. Il y a différents types d'OBEA qui peuvent exister, et, y compris celles qui vont se faire avec le management pour aller garantir l'alignement de la pyramide que tu as décrit tout à l'heure, Jeslie. Ouais. Il est 59, je ne sais pas si on relaisse la main à Camille pour la minute qui reste ou les 2 minutes, je ne sais pas si je suis à l'heure. Oui, c'est vrai on a pris tout l'espace-temps, Camille. Bah non, mais l'espace était pour vous, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup pour cette webconférence et pour cette belle gestion du temps. Et à Du coup, tous. donc, avant qu'on se quitte, je vous affiche juste cette dernière slide pour vous indiquer les prochaines dates de nos webconférences. Donc, nous aurons une webconférence sur l'impact de l'IA dans les démarches d'excellence opérationnelle le 18 octobre. Ensuite, nous aurons une webconférence sur le Lean et la transition écologique le 22 novembre. Et enfin, nous terminerons l'année avec une webconférence sur faire cohabiter la démarche Lean et les exigences économiques de l'entreprise qui sera le 13 décembre. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà noter ces dates dans votre agenda. Je pense que Jessie et Ronan ont répondu à quand même pas mal de questions. Je vous affiche quand même cette slide avec notre numéro de téléphone et notre mail. Donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez encore des questions sur ce sujet. Un grand merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup Ronan et Jessie pour cette Un plaisir. animation. Merci à Merci tous. à vous. Et encore une fois, le sujet est tellement dense que là, on a l'impression d'avoir fait un teasing sur plein de sujets Ouais, ou exactement. pointé sur certains sujets, mais avec plaisir pour discuter de lesquels sont à mettre en place chez vous et comment vous aider pour profiter du Lean, je dirais, et abuser du Lean pour aller mieux servir vos activités.
Et bien, parfait. Sur ce mot de la fin, merci à tous, bon C'est à appétit tous, et à bon bientôt. appétit, bonne journée.